Si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'imagine que vous aimez être productif avec votre temps et que vous avez plein de projets en cours et à venir. Mais certainement vous avez aussi l'impression d'en faire trop et d'essayer de vouloir tout faire à la fois. Résultat, vous vous sentez dispersé, stressé et incapable de vous concentrer. Et pire, vous avez l'impression de ne jamais finir vos projets, de ne rien accomplir d'important et vous vous sentez parfois même à deux doigts du burn-out. Est-ce que ce que je viens de décrire vous parle? Si oui, rassurez-vous, je suis moi-même souvent concerné par ce problème. Et j'ai observé des centaines de personnes, soit dans mes amis, mes connaissances ou mes abonnés, qui le sont aussi. Et justement, Cal Newport, l'auteur de 7 livres, dont les mondialement célèbres Deep Work et Minimalisme Digital, vient de publier un nouveau livre qui va nous aider à mieux gérer ce problème de notre rapport à la productivité. Ce livre, c'est Slow Productivity, qui vient d'ailleurs de sortir en français. Moi j'ai la version anglaise, mais il vient de sortir en français. Et dans cette vidéo, mon but, c'est de vous résumer ce livre Slow Productivity et de vous partager les grandes idées qui m'ont marqué. Nous allons voir dans cette vidéo pourquoi nous sommes nombreux à nous tromper concernant la productivité, en quoi notre rapport à celle-ci est finalement contre-productif, comment on peut faire évoluer donc ce rapport à la productivité, notamment grâce à cette philosophie de slow productivity ou productivité lente en français. Et enfin les 3 principes sous-jacents donc tirés de ce livre qui vont vous aider donc à rester productif, à finaliser vos projets et le tout sans finir en burn-out. Imaginez cette scène assez classique, vous arrivez au bureau, vous commencez à répondre à des emails, vous êtes sur des messageries instantanées comme Slack pour parler avec vos collègues. Là, vous avancez tranquillement donc sur ces messages, vous travaillez un petit peu sur une tâche de fond et là vous avez un rendez-vous à 10h30 où vous vous pointez, que ce soit sur Zoom ou en présentiel. La journée continue, on vous remet encore quelques meetings, quelques rendez-vous l'après-midi. Vous essayez tant bien que mal de finir un dossier et la journée s'enchaîne ainsi et se répète. C'est quelque chose qui est devenu très commun dans le monde du travail. Peu importe votre activité, si vous êtes dans quelque chose du tertiaire et l'économie de la connaissance, vous êtes forcément concerné. Et c'est ce qu'appelle Cal Newport la pseudo-productivité. C'est tout le problème qu'on a actuellement dans notre société, c'est que notre rapport à la productivité a été modelé à partir de la révolution industrielle. Et donc je vais développer ce point juste après, mais donc Cal Newport appelle cela la pseudo-productivité, qui est tout simplement l'utilisation de l'activité visible comme premier moyen de mesurer approximativement la productivité. Donc comme je vous disais, c'est un modèle qu'on a calqué à partir de l'époque de la révolution industrielle et de tout le travail qu'il y a eu ensuite dans les usines pour pouvoir structurer la manière de travailler des ouvriers et de pouvoir mesurer du coup l'impact de ce qu'on appelle les inputs, qui peuvent mettre donc le temps de travail effectif, qui était facilement mesuré, et pour aller vers ensuite un résultat, un output. Et les deux mises en rapport permettaient de mesurer la productivité d'une chaîne de production, des équipes et de chaque ouvrier individuellement. Et le problème, c'est que depuis, on est passé dans l'économie de la connaissance, les travailleurs de la connaissance, que vous êtes très certainement, que je suis, et qu'on est des millions, des milliards à représenter dans le monde actuellement. Et pour autant, on n'a pas rechangé notre manière de penser la productivité. C'est un premier problème que du coup Cal Newport dénonce, qu'il appelle la pseudo-productivité, c'est qu'on va prendre des critères mesurables d'un point de vue observation. Donc par exemple, le temps que vous passez au bureau, les capacités à répondre à un message sur Slack, à un email, voilà, tout ce genre de métriques qui vont être prises en compte pour mesurer de ce qu'est la productivité d'un salarié, d'une personne, peu importe son travail. Comme vous voyez, du coup, le problème est un problème de définition. Qu'est-ce qu'on entend par productivité et comment on peut recréer de nouvelles définitions pour avoir un rapport plus sain et même plus effectif, plus efficient pour les entreprises et plus sain pour nous les individus, pour pouvoir du coup continuer à avancer sur nos projets, sur nos tâches, sans finir en burn-out. Et on le voit encore une fois, même Cal Newport le souligne dans la première partie du livre, c'est encore pire depuis notamment la pandémie. Il y a eu une accélération de ce phénomène, puisque maintenant, grâce notamment aux outils de communication ou à cause des outils de communication, email, Slack et autres, nous sommes H24 en capacité d'être contacté et de répondre à des messages. Et donc, de ce fait, on n'a pas de distinction entre le début et la fin d'une journée de travail. Et en plus de cela, on a du coup augmenté la capacité et le nombre de moments dans la journée où les personnes ont des rendez-vous. Par exemple, vous voyez sur Zoom ou les Google Meets, c'est que autant avant le Covid, on arrivait à peu près à gérer et les gens étaient, on va dire, en capacité maximum cognitive et physique de gérer leur temps de travail. Depuis la pandémie, on a augmenté et dépassé ce plafond, ce qui fait que la pseudo-productivité et les nouvelles technologies ont dépassé un cap qui fait que de nombreuses personnes tombent dans des burn-out ou parfois dans des bore-out quand ils sont obligés de remplir le temps avec des fausses tâches et attendre la fin de journée pour donner l'illusion qu'ils sont productifs. Voilà, on a ces deux phénomènes de burn-out et de bore-out
qui sont les fruits de toutes ces incidences depuis la révolution industrielle et cette définition de la productivité qui n'a pas été réajustée depuis. Et c'est de ce constat et de cette définition de la pseudo-productivité que Cal Newport est arrivé à écrire ce livre, donc encore une fois, Slow Productivity. Et il raconte donc dans la deuxième partie, donc de qu'est-ce que la slow productivity, que l'idée lui vient en fait d'une histoire et d'un mouvement, le slow food. En fait, c'est dans les années 80 à Rome, il y a le plus gros McDonald's, en tout cas il y a un très très gros McDonald's qui est supposé ouvrir sur une place très connue à Rome. Et le maire et tous les commerçants autour ont commencé à avoir peur. Ils se sont dit, oh là là, on est en train de se faire américaniser et ça va dénaturer notre façon, notre philosophie italienne, notre manière de voir la vie, le monde, la manière de manger, de consommer. Et donc de cela, en fait, il y a eu un contre-mouvement qui s'est créé, qui s'appelle maintenant le Slow Food Movement, qui a été créé par Carlo Petrini, donc dans les années 80, en 86 exactement. Et aujourd'hui, ce mouvement continue à perdurer et existe dans plus de 160 pays. Et chaque année, il y a une convention, donc un regroupement des gens de ce mouvement qui se réunissent à Turin cette fois-ci, toujours en Italie, et qui ramène chaque année plus de 200 000 personnes. Donc voilà, c'est quelque chose qui est devenu très important, qui est une contre-culture à la culture du fast-food. Et Cal Newport donne plein d'autres exemples, parce que ce mouvement slow food a créé d'autres mouvements slow dans d'autres disciplines. On a notamment dans la médecine, où il y a eu des modifications. Il y a eu aussi dans la manière de penser les villes, les slow cities en Italie. Ils appellent les città slow. Et il y a plein de villes en Italie qui ont essayé de se réapproprier le temps, de sortir de justement la mécanisation du temps, l'industrialisation du temps, le côté consommable, productif, pour aller sur quelque chose, on revient sur du local, on revient sur de la connexion entre les membres de la communauté, on revient sur une capacité à prendre le temps, à apprécier, à être dans le présent, et du coup de mettre en avant les vertus, on va dire, du ralentissement, de la lenteur, qui est aussi évoqué dans un livre que cite Cal Newport qui s'appelle Praise of Slowness, qui référence justement de nombreux mouvements de ralentissement, de slow dans différentes industries. De ces lectures, de ces découvertes, Cal Newport s'est posé la question, du coup, comment on peut questionner enfin ce rapport à la productivité, à la pseudo-productivité, et créer une façon de voir le travail, la productivité, comme quelque chose qui est plus vertueux d'un point de vue production, même, tout en gardant, on va y venir, mais aussi en partant du principe qu'on est des humains, qu'on a des besoins d'équilibre, qu'on a des limites aussi cognitives, et que du coup on doit réajuster aussi pour pas devenir tout simplement des robots qui ne faisons que produire toujours plus. Et pour ça, il cite notamment donc une définition, donc les termes, les définitions, les concepts sont importants toujours, et d'autant plus dans ce type de livre, qui essaie de poser des bases pour une autre manière de penser le travail. Donc c'est notamment par rapport à ce qu'on appelle les knowledge workers, donc les travailleurs du savoir, de la connaissance. Et donc Cal Newport, je la traduis, mais qui explique que du coup c'est une activité économique dans laquelle la connaissance est transformée via un effort cognitif, que ce soit dans un service ou un bien que le marché valorise. Donc je vous donne un exemple, par exemple un entrepreneur qui va créer un produit digital va du coup faire un effort cognitif qui va proposer donc à un marché qui va le valoriser d'une certaine manière, ou tout simplement quand vous n'êtes pas salarié, vous produisez donc un rapport qui va permettre à un produit, à un bien d'être créé ou d'être amélioré, qui sera aussi valorisé ou non sur un marché. Donc c'est ça le travail de la connaissance, et ça part de notre cerveau, de notre cognition, et on le met dans quelque chose qui va être productif et mis sur un marché. Et le problème, c'est que, encore une fois, cette définition du knowledge worker, elle est couplée à celle de la productivité que j'ai citée donc dans la première partie du livre, Pseudo-Productivity. Et ce que propose Cal Newport, ou ce que commence à énoncer dans cette partie, c'est en fait, et si on ne devait pas revenir sur des siècles antérieurs, avec notamment les hommes de la Renaissance, les scientifiques, les artistes, toutes ces personnes qui en fait ont eu des manières très prolifiques, qui ont proposé des choses qui ont été très prolifiques, mais qui pour autant n'avaient pas forcément ces canevas de la révolution industrielle, soit parce que c'était pas encore le cas, on n'était pas à cette époque, ou parce qu'ils vivaient en marge par rapport aux contraintes et aux besoins qu'avait la révolution industrielle et les usines et tout ce qu'on faisait faire du coup aux ouvriers en termes de mesures de productivité. Qui se questionne, on y verra un peu après justement, il dans notamment un des principes, il va nous expliquer comment on peut réemployer justement ces De Vinci, ces Marie Curie, tous ces grands inventeurs, créateurs, artistes qui ont des choses à nous apporter sur ce qu'est la productivité et la décorrélation du temps de travail, de l'input avec la
production finale, l'output. Je garde pour un peu plus tard, mais voilà, ça permet de poser ce cadre. Et il en arrive donc à une définition donc qu'il appelle la slow productivity. C'est une philosophie pour organiser ses efforts de façon soutenable et enrichissante, basée sur 3 principes. Ces 3 principes sont donc, pour le premier, de faire moins de choses, en 2, de travailler à un rythme naturel, et en 3, d'être obsédé par la qualité. Je vais maintenant aller détailler chacun des principes et vous donner des exemples à chaque fois. Pour vous introduire le premier principe, je vais vous raconter une histoire de vie de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Benjamin Franklin, donc un des pères fondateurs des États-Unis, et qui était inventeur, imprimeur, écrivain, voilà, il faisait plein de choses, un vrai polymathe. Benjamin Franklin, donc quand il commence sa carrière, il est à Philadelphie, et il est très ambitieux. Il veut vraiment réaliser beaucoup de choses, il est très productif, il travaille énormément. Et il ouvre sa première imprimerie qui fonctionne très bien à Philadelphie. Rapidement, comme ça fonctionne, il se dit, voilà, j'ai envie de me développer, et de créer un système de franchise où il commence à ouvrir différentes imprimeries à différents endroits dans l'est des États-Unis, voilà, plutôt vers Boston, Philadelphie et peut-être New York, disons. Et un jour, en fait, il va recruter quelqu'un pour gérer une de ses franchises, et cette personne va tomber malade. Pas de bol du coup, donc il peut pas gérer la franchise, il peut pas beaucoup travailler. Il lui propose quand même de venir, ce qu'on appelle au siège social, en tout cas au QG à Philadelphie où il y a la première imprimerie. Et là, Benjamin Franklin va se rendre compte que cette personne, il va pouvoir lui déléguer des choses. Elle est très bien organisée, elle a une capacité à gérer les opérations de manière très pertinente. Et Benjamin Franklin va petit à petit compter de plus en plus cette personne et l'intégrer de manière très structurante, très clé à son activité d'imprimerie. Et pas seulement l'utiliser comme franchisé. Du coup, il va commencer à avoir plus de temps pour lui. Il sentait à ce moment-là qu'il commençait vraiment à se déconcentrer, à être très défocus, d'un point de vue très horizontal, splitter son attention. Et il va découvrir du coup les joies de retrouver du temps pour soi, de devenir maître de son temps, qu'il a perdu dans les premières années lorsqu'il a fait son imprimerie et qu'il était juste drivé à je veux faire le plus possible, aller le plus vite et être juste dans une ambition qui était de développement territorial et d'accumulation de richesses. Donc de cette réalisation et de cette nouvelle structure dans son activité, il retrouve le contrôle de son temps, il reprend du plaisir dans son travail, et il commence à nouveau à s'intéresser à d'autres choses. Donc c'est là qu'il a commencé par exemple à retravailler sur ses inventions. Il est connu par exemple pour être l'inventeur du paratonnerre, Benjamin Franklin. Il a fait diverses inventions dans sa vie. Il a eu aussi un gros impact dans la politique locale, avant d'avoir un impact plus tard en tant que père fondateur. Par exemple, il a créé l'American Philosophical Society, qui est une grosse association qui permet aujourd'hui, notamment encore, aux chercheurs d'avoir des facilités dans des financements. Et il permettait du coup de faire avancer la science et le monde des idées déjà au XVIIIe siècle, qui existe toujours aujourd'hui. Et donc cette histoire est relativement importante, je trouve, et souligne très bien le premier principe donc, dans le livre de Cal Newport, qui est de faire moins de choses. On le voit donc, Benjamin Franklin, aujourd'hui, est considéré comme quelqu'un de très important dans l'histoire, et le moment peut-être le plus important dans sa vie, ou un des plus importants, c'est le jour où il a compris que c'est pas en faisant toujours plus qu'il allait avoir le plus d'impact, et que son ambition, aussi grande était-elle, avait besoin d'être mise dans dans quelque chose où il avait du temps pour penser, du temps pour aller sur différents projets, et le besoin de l'autre aussi pour pouvoir déléguer. Voilà, donc il y a beaucoup de réalisations qui sont fondamentales. Donc voilà, Cal Newport développe donc beaucoup d'idées par rapport à ce sujet de faire moins de choses. Il donne pas mal d'exemples, je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple, il donne un conseil, c'est de remplacer les to-do lists, les to-do lists sans fin qu'on n'arrive pas à hiérarchiser, par un système en Kanban. Donc c'est quelque chose qu'utilisent beaucoup les gens dans le développement agile, donc les développeurs connaissent ça bien. Donc tout simplement d'avoir des projets dans des backlogs, dans des listes, et on ne peut seulement avoir qu'un gros projet à la fois. Vous faites avancer dans le Kanban, donc il faut les voir de manière horizontale, et donc l'idée c'est vraiment en fait se dire j'ai ce gros projet, tant que ce gros projet n'est pas réévalué ou terminé, ou mis à plus tard, je ne peux pas reprendre un autre gros projet. C'est une manière de se protéger, c'est une manière de rester focus dans son activité, que vous soyez salarié, encore une fois, ou entrepreneur, peu importe, c'est une très bonne pratique. Il parle d'un concept à un moment qu'il appelle en livre l'overhead tax, qui est l'idée en fait de définir le maximum de capacité qu'on est prêt à tenir, et éventuellement même de la réduire pour ne jamais être à plus de 80% de cette capacité, qui est tout l'inverse de ce qui s'est passé depuis la pandémie, la succession des meetings sur Zoom, des réunions sur Zoom, des réunions sur Google Meet, où maintenant les gens sont en surcapacité de ce qu'ils peuvent absorber en termes de réunions, en termes de temps de travail, en termes de projets. Et du coup, ils proposent d'être sous-optimal exprès en termes de capacité pour avoir plus de temps et pour s'obliger à prioriser. Vous pouvez faire plein de choses. Par exemple, vous pouvez mettre aussi des limites
sur la dimension de vos semaines, de vos journées. Vous pouvez mettre plein de contraintes en fait. Je pense que c'est vraiment la contrainte qui est importante dans ce premier principe. Comme par exemple, voilà, limiter le nombre d'actions, de tâches que vous faites sur chaque journée, limiter le nombre de sujets que vous pouvez traiter en une semaine. Voilà, encore une fois, tout ça oblige à prioriser, à pouvoir concrètement dire à un collègue désolé, je ne peux pas avancer pour telle raison par rapport à des contraintes que vous avez créées, qui sont structurantes. Et ainsi, vous pouvez retrouver du temps, retrouver la qualité de pensée, retrouver la qualité de travail que vous avez perdue, certainement en splittant votre temps, encore une fois, sur des dizaines de projets et d'être toujours en surmenage. Ensuite, Cal Newport nous amène dans le deuxième principe, qui est une idée que j'aime beaucoup, c'est l'idée de revenir à un travail à un rythme naturel. Il prend par un exemple d'un livre qu'il a lu il y a quelques années, qui s'appelle The Scientist, qui justement fait appel à comment travailler les scientifiques, les écrivains, les artistes, toutes les personnes qui ont eu un grand impact dans notre histoire humaine, et qui pour autant, on se rend compte, n'étaient pas forcément des gens qui travaillaient 10 heures, 12 heures par jour, comme on pourrait l'imaginer. Au contraire. Il donne par exemple Marie Curie, qui a gagné 2 prix Nobel, on peut dire qu'elle a énormément apporté à l'humanité dans différents domaines, qui, peu de gens le savent, était quelqu'un qui prenait énormément de vacances et qui faisait des retraites à la campagne ou au bord de la mer, plusieurs fois par an, pour se recharger, et non pas pour pouvoir travailler au calme. C'était vraiment pour se recharger. Elle faisait son travail plus tôt quand elle était à Paris. Et on se rend compte, via son exemple, et il y en a plein d'autres, comme Copernic également, qui entre le 15e et le 16e siècle a créé des travaux en astronomie très importants pour la science et la révolution scientifique, et qui, du coup, en fait, a mis plus de 30 ans, 40 ans pour sortir son livre le plus important. On peut voir à travers son exemple qu'on n'a pas besoin non plus d'être prolifique et d'être, comme je sais pas, un créateur de contenu qui crée tous les jours du contenu, vraiment de manière vraiment frénétique, et qu'on peut avoir un grand impact sur le monde, sur la société, sur les gens qui comptent pour nous, en prenant notre temps, en travaillant à un rythme plus naturel et en acceptant que les choses qui ont de la valeur prennent du temps. Cal Newport nous donne également un exemple et une philosophie qui est oubliée à notre époque très souvent, c'est celle d'Aristote. Aristote, donc un grand philosophe de l'époque de l'Empire grec, qui considérait qu'une des choses les plus belles qu'on pouvait faire en tant qu'humain, c'était la contemplation. Alors la contemplation, c'était pas juste regarder un mur et attendre que ça se passe, c'était d'aller en profondeur en soi et dans le monde de la connaissance. C'est quelqu'un qui a énormément importé, Aristote, un des pères fondateurs, on pourrait dire presque de la science, pas de la science moderne, mais de la science de l'Antiquité, qui a été reprise après au XVIe siècle. Et donc pour lui, la contemplation, c'était la plus grande des activités, encore une fois, qu'un homme pouvait faire. Et au final, quand on reprend donc les personnages développés dans le livre The Scientist que cite Cal Newport, ou dans Daily Rituals de Mason Curry, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà cité sur cette chaîne, on se rend compte qu'en fait, ces personnes-là sont beaucoup plus proches de la philosophie d'Aristote que la philosophie post-industrielle qui nous pose problème aujourd'hui concernant la productivité. Donc il définit Cal Newport ce qu'il entend par travailler à un rythme naturel, je vous donne sa définition. C'est l'idée de ne pas presser son travail le plus important et lui permettre de se dérouler sur une durée soutenable, avec des variations d'intensité, ce qui permet d'avoir de la profondeur et de l'impact. C'est donc une invitation à arrêter, dans la mesure du possible, de se mettre des deadlines impossibles à tenir et à revenir à un rythme plus humain dans notre travail au quotidien, peu importe notre situation actuelle. C'est quelque chose que je vois personnellement beaucoup dans ma manière de travailler et dans celle que je conseille à d'autres personnes, c'est notamment sur le fait de développer plusieurs manières, plusieurs modes de travail et d'intensité. C'est que très souvent, avec le canevas post-industriel, on travaille toujours au même rythme, il y a toujours des deadlines, il y a toujours plein de nouveaux projets, on n'a jamais des modes différents qu'on peut moduler. Et moi, ce que je peux vous proposer, c'est de créer 2 à 4 modes différents selon les périodes. Vous pouvez avoir un mode d'intensité assez forte, quand vous avez besoin de sortir un gros projet et vous voulez concentrer votre attention sur un gros projet avec une deadline plus ou moins agressive. Vous êtes capable de mettre une certaine intensité de travail, un certain focus sur cette période très courte, de quelques semaines, 1 ou 2 mois grand maximum. Vous pouvez avoir un mode d'intensité beaucoup plus nuancé, avec par exemple, voilà, si vous êtes plutôt dans la maintenance de projets existants, la réflexion sur des projets futurs. Là, vous n'avez pas besoin de travailler à ce moment-là 10-12 heures par jour ou 8 heures par jour. Vous pouvez réduire à 4 heures, 6 heures de vrai travail effectif profond. Et enfin, alors selon votre situation, vous pouvez aussi avoir une période de pure divergence d'idées, où comme Marie Curie, voilà, vous allez vous mettre au vert, vous allez réfléchir, vous allez prendre des notes, vous allez ne rien faire, et tout simplement laisser des choses remonter pour pouvoir ensuite repartir sur des périodes d'intensité. Donc c'est très important, je pense, si on a la capacité
par rapport à votre travail, de pouvoir moduler encore une fois avec des phases d'intensité différentes. Il donne pas mal d'exemples, ensuite je vais vous en citer quelques-uns et vous le verrez, ceux qui liront le livre. Par exemple, il propose de sortir la vision court terme et d'avoir un plan sur 3 à 5 ans. Ce que ça permet, sans que le plan soit rigide, c'est que ça permet de séquencer dans le temps les projets. Et alors que quand on est toujours sur une vision court terme, on n'arrive pas à choisir parce qu'en fait, tous les projets ont l'air importants et urgents. On veut tous les mettre au même endroit. Et du coup, ça dérouler dans le temps, ça permet vraiment d'être moins stressé, de prendre conscience, ok, j'aurai le temps plus tard dans l'année, dans les années qui suivent, à me mettre sur ce gros projet. Et du coup de faire plus confiance à la longueur de la vie, au temps que vous aurez dans le futur. Un autre exemple que j'aime beaucoup, il cite Ian Fleming, qui est l'auteur des James Bond, qui lui avait des années réduites de travail. Il avait un emploi de salarié en plus de ses aventures de James Bond, et ce qu'il faisait en fait, c'est qu'il avait un deal, c'est qu'il travaillait 10 mois dans l'année donc avec son employeur, et il avait chaque année 2 mois pour pouvoir faire autre chose, et donc dans son cas, écrire un nouveau livre James Bond. Et voilà, je vous donne encore quelques petits tips qui donnent, par exemple de doubler la timeline des projets. On est très mauvais pour estimer le temps que va prendre un projet. Donc par défaut, si vous estimez que un projet Intel va durer 1 mois, par défaut mettez 2 mois. Ça va énormément vous rajouter de la bande passante, être beaucoup plus réaliste et composer avec les imprévus de la vie qui viendront forcément à un moment ou à un autre. Et il propose quelque chose un petit peu dans la lignée de ce que je vous ai présenté un peu avant, c'est de créer des saisons lentes. C'est de se dire, par exemple, voilà, l'hiver, entre tel mois et tel mois, je vais plutôt travailler de telle manière. Ou tous les ans, en août, je prends un mois off complet. Voilà, c'est vraiment, par design, créer une manière de penser votre année, votre temps, où vous avez des saisons lentes ou des saisons complètement off. Et enfin, si vous êtes quelqu'un qui a ce désir vraiment très fort intérieur, ce besoin d'être toujours productif, c'est aussi un travail qu'il y a à faire sur soi, sur vous. Et il propose par exemple déjà d'accepter d'être plus lent et de laisser et d'avoir confiance au temps et au séquençage des projets, quelque chose de très important. C'est-à-dire voilà, il faut que je puisse finir ce projet-là, donc je lui laisse la place, le temps, c'est important de l'accomplir, et l'autre projet viendra de manière séquencée ensuite. Et aussi, il propose quelque chose que j'aime pas mal, qui est d'apprendre à faire quelque chose d'inhabituel, de non productif, à des périodes de journée ou de semaine où vous pensez toujours être productif. Exemple, aller au cinéma ou aller marcher dans un parc et ne rien faire un mardi à 15h30. Alors que vous dites, voilà, le mardi, je travaille toujours, j'ai des réunions, j'ai que sais-je. Voilà, mettre en place ce genre de choses peut être important et vous faire rappeler que vous êtes des humains et que du coup c'est important de travailler, donc encore une fois, à un rythme naturel. Et maintenant, troisième principe, être obsédé par la qualité. Et j'ai une histoire qui peut illustrer pas mal ce point. C'est celle que j'ai vue dans un documentaire Arte consacré à DJ Mehdi, que je vous recommande très fortement d'ailleurs, qui raconte donc le moment quand ils avaient 12-13 ans, DJ Mehdi et Kerry James, donc deux légendes du rap français et de la musique électro pour DJ Mehdi, rencontrent un producteur qui leur propose du coup de faire un premier album. Et le truc c'est qu'eux travaillaient dans leur coin, c'est des gens qui étaient très talentueux, des jeunes ados très talentueux, et ils ont en fait rapidement compris que le producteur voulait leur proposer des sons commerciaux pour devenir très rapidement mainstream. Et ce qui est dingue dans cette histoire, d'ailleurs, la maturité de ces deux gars, c'est qu'ils se sont rendus compte en fait ça allait complètement dénaturer ce qu'ils voulaient vraiment faire, et ils ont fini par refuser de tourner ce premier album. Ce qui est incroyable quand on imagine, voilà, on propose sur un pont d'or à 12-13 ans de faire un premier album produit avec tournée, etc., etc. Ils ont refusé car ils considéraient qu'ils avaient besoin d'aller beaucoup plus en profondeur dans leur art et de revenir avec quelque chose qui leur ressemble vraiment et qui aura selon eux un vrai impact sur leur industrie. L'histoire leur a donné raison parce qu'au final, 3, 4 voire 5 ans plus tard, ils vont revenir sur le devant de la scène avec quelque chose qui leur correspond vraiment, qu'ils ont mis vraiment le temps de pouvoir progresser, le temps de travailler l'objet, de travailler cet album. Et je trouve que cette histoire symbolise très bien ce qu'entend Cal Newport par être l'idée d'être obsédé par la qualité et que du coup, bien souvent, un travail excellent, un travail bien fait, mérite du temps, donc comme le deuxième principe, nécessite de faire moins de choses et nécessite donc, troisième principe, d'être qualitatif, évidemment. Il donne une définition que je vais vous citer, donc c'est de préférer la qualité à la quantité, même si cela fait rater des opportunités à court terme, et il est important du coup de faire effet de levier sur la valeur des résultats pour gagner toujours plus d'argent et de liberté sur le long terme. Donc, je vais vous reciter quelques idées qui développent dans ce chapitre, comme par exemple l'importance avec la qualité qui nécessite le ralentissement, et donc qui nécessite du temps long, qui nécessite de la pensée, d'aller marcher, de vivre encore une fois comme un scientifique, comme Marie Curie, comme Copernic,
comme tous ces artistes que cite Mason Curry dans Daily Rituals. Vraiment, c'est vraiment la quintessence là, de revenir au temps long pour pouvoir produire quelque chose de grand, de qualitatif. Ici, c'est une idée importante qui est le rendement exponentiel qu'on va pouvoir aller chercher quand on va aller chercher la qualité justement, là où quand on se contente de quelque chose qui est quelque chose de bien sans plus, on va rester sur quelque chose qui ne va pas sortir du lot, très souvent. C'est d'ailleurs le problème qu'on a typiquement avec les vidéos YouTube, très souvent, ou on peut voir sur Internet pas mal de contenu, c'est que on est parfois poussé à produire de manière très fréquente, et du coup, on se contente bien souvent, et ça m'arrive aussi, hein, d'ailleurs, je suis le premier concerné, à des projets qui sont qualitatifs à 80%. Et le truc, c'est que c'est très bien pour être régulier, être fréquent et faire avancer son activité, mais quand on va aller chercher vraiment quelque chose d'impactant, de grand, de profond, en fait, c'est malheureusement les 20% de la fin qui sont les plus longs, hein, très souvent, ces 20%, qui vont pouvoir permettre d'aller chercher quelque chose de remarquable, de mémorable. Donc, ça dépend des objectifs de chacun. En tout cas, dans un cadre où on veut aller chercher vraiment des choses vraiment plus profondes de soi et avoir un bel impact avec nos travaux, ces 20% qu'on a tendance à bâcler ou à enlever du processus peuvent permettre, quand on les rajoute, d'avoir un résultat exponentiel, un impact exponentiel, contrairement à d'autres modes de travail. Il mentionne aussi un terme qui est un petit peu un synonyme de pseudo-productivity, qui est le busyness. Donc c'est pas le business, mais le busy, donc occupé. Est-ce qu'au final, on passe pas nos journées à faire un peu semblant d'être occupé? Alors quand on est salarié, parfois ça peut se comprendre par rapport à des dynamiques de bureau, de patron, mais même si je trouve que c'est un peu un non-sens quand on y réfléchit. Mais même quand on est entrepreneur, ça peut arriver très souvent de mettre des tâches qui ne s'arrêtent jamais, de toujours avoir l'impression d'être occupé, de se donner l'illusion d'avancer, alors qu'en fait le vrai travail n'est jamais fait. Et il vaut mieux, très certainement, un petit peu tous les jours avancer sur un travail profond, un travail de qualité, un travail utile, que se donner l'illusion de travailler pour travailler. Donc de sortir vraiment de cette injonction au business et de revenir sur quelque chose, encore une fois, toujours on revient à cette idée des penseurs, des artistes de la Renaissance, des grands écrivains, des grands scientifiques, entre le 15e notamment et le 20e siècle. Il cite un livre que j'aime beaucoup, qui est un livre business, qui s'appelle Company of One de Paul Jarvis, qui justement, dans son livre, développe l'idée que peut-être que l'entrepreneuriat, on a beaucoup mis ça dans une logique de croissance, de toujours plus, notamment dans le domaine des startups, et si en fait, on pouvait pas, plutôt que vouloir faire plus, avoir pour métrique première l'idée de faire mieux. Et du coup, par faire mieux, donc de faire de la qualité, et du coup, on revient toujours strictique, qualité, moins de choses en même temps, et un travail plus naturel, on laisse le temps d'avancer sur son projet. Il donne un conseil aussi qui est un peu contre-intuitif, qui est d'essayer d'améliorer son goût. On pourrait dire, c'est la philosophie de l'esthétique, et de se dire, d'aimer les produits finis, les produits qualitatifs. Ça peut être, les produits Apple, ça peut être des voitures dont les finitions sont exceptionnelles. Peu importe ce que vous valorisez, des tableaux incroyables comme la Joconde, ou des sculptures comme celle de Michel-Ange, tout ce qui peut vous parler, et vraiment de se mettre devant, d'aller littéralement devant, et d'apprécier le travail bien fait. Vraiment la perfection, le travail incroyable. Plus valorisé, dans un monde qui valorise la vitesse, la fréquence, le frénétisme, aller valoriser, encore une fois, ce travail de qualité. Et l'intégrer en soi, ça ne veut pas dire d'aller dans du surperfectionnisme, mais vraiment de questionner qu'est-ce que j'ai envie de produire, comment j'ai envie de le produire, quel est le niveau d'exigence que j'ai envie de mettre, etc. Un conseil plus pratique, très, très pragmatique même, qui serait d'augmenter l'horizon temporel pour pouvoir travailler sur nos œuvres, grâce notamment à la réduction de notre niveau de vie, de notre besoin, de notre lifestyle, pour pouvoir travailler sereinement sur des projets comme un livre, une sculpture, un grand projet entrepreneurial que vous avez, qui a besoin de temps pour pouvoir aller chercher cette qualité. Et du coup, il faut que vous puissiez vous créer ce temps. Donc ça passe par l'organisation et la sortie du busyness, la pseudo-productivité, mais aussi par avoir un horizon temporel plus long pour pouvoir travailler sereinement sur votre projet. Et enfin, il donne un dernier conseil, ou un dernier constat qui est plutôt psychologique, je trouve celui-ci, qui est que peut-être que souvent, on n'ose pas aller vers la qualité parce qu'on manque d'estime et de confiance en nous. Ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que c'est facile au final de toujours rester en surface et de se dire, de toute façon, j'ai pas pris beaucoup de temps pour le faire, donc c'est pas très grave, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas grave. Mais peut-être que si on se mentait pas, ou si on se posait en tout cas la question de manière plus honnête, plus vraie, on se dirait que, et si en fait j'avais peur de passer 2 ans sur ce livre,
de passer 1 an sur tes projets entrepreneuriales, enfin de passer beaucoup de temps sur quelque chose qui vous tient à cœur, plutôt que quelques semaines, qu'est-ce qui se passe si en fait ça ne fonctionne pas, ou si je n'arrive pas à atteindre ce que je m'étais donné comme objectif? C'est une bonne question à se poser en tout cas, c'est quelque chose qui permet de remettre en perspective pourquoi on fait les projets de telle manière, pourquoi on est toujours occupé, pourquoi on veut toujours en faire plus. Et je pense que existentiellement parlant et psychologiquement parlant, c'est une question à creuser. Je trouve personnellement que ce livre est excellent. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un Cal Newport qui m'avait marqué autant, parce que je lis beaucoup cet auteur, j'avais été un peu plus déçu des derniers livres. Donc je vous recommande vraiment, c'est un sujet qui est fondamental, de re-questionner notre rapport à la productivité, d'avoir une définition globale qui est utile pour la société, mais individuelle qui vous parle, qui vous permet vraiment d'être moins stressé, d'accomplir plus, de décorréler l'input des outputs, etc., de sortir en tout cas de ce paradigme très post-industriel dans lequel on est toujours aujourd'hui. Cal Newport donne un dernier exemple que je vais quand même citer ici, qui est la différence entre la productivité réelle et la productivité perçue. Vous n'avez pas besoin de travailler 15 heures par jour si vous êtes en capacité de produire des outputs, des productions qui valent le coup, qui sont remarquées, qui sont belles. Voilà, on revient à l'esthétique du troisième principe. Voilà, c'est vraiment un choix à faire et une philosophie de vie à incarner. Parce que si vous reprenez encore une fois tous ces grands scientifiques, auteurs, penseurs des derniers siècles, voilà, on les retient aujourd'hui pour leur production et pas pour la quantité de travail qu'ils faisaient par jour ou la quantité de leur production à la fin de leur vie. Et il donne son exemple personnel, c'est que de l'extérieur, il a l'air très productif, Cal Newport. Il va produire du coup un livre tous les 2 ans, un article par semaine sur son blog et une newsletter. Et pour autant, dans ses journées, il a beaucoup de temps. Parce qu'il il est sorti du business, il va vraiment à l'essentiel, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Enfin, il a créé un environnement qui lui permet d'aller dans quelque chose qui donne l'impression d'être productif, et il l'est d'une certaine manière, sans être surmené, être en burn-out et de faire du faux travail au quotidien. Je vous invite vraiment à creuser cette philosophie de la productivity land, de la slow productivity. Si vous aimez les livres que je recommande, n'hésitez pas, dans la description, je vous ai mis une liste de 250 livres dans lesquels vous pourrez piocher pour trouver d'autres idées de lecture. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez de ce livre, des idées que j'ai développées. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres livres dont j'aimerais que vous parliez, de me les mentionner en commentaire. Enfin, si vous avez aimé ce format, tout simplement, même dites-le moi en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne, parce que je vais continuer à faire des vidéos sur ce format dans les prochains mois, et de manière générale, je parle beaucoup de livres, de recommandations de lecture, de méthodes de lecture et d'écriture. Voilà, vous allez voir, mais il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne. Allez voir cette playlist que je vous mets à l'écran. Elle vous donne plein de vidéos de recommandations de livres que vous allez pouvoir creuser de votre côté. Pensez encore une fois à télécharger les 250 livres en description. On se retrouve dimanche prochain à 10 h pour une prochaine vidéo. C'était JCK.